Bonjour à tous. Donc là, j'ai presque envie de dire une belle brochette. Hein. Là, il y a du monde. Pour évoquer donc ce partenariat entre l'ameublement français et le groupe Oco Hôtel, un partenariat inédit. Hein, il n'y a pas de, pour le moment, en tous les cas, il n'y en a pas d'autres équivalents. Et l'idée, c'est de voir comment, d'ailleurs Laurent l'a bien amorcé, comment travailler ensemble le plus en amont possible quand on est investisseur, quand on est architecte d'intérieur, quand on est designer, quand on est hôtelier, quand on est créateur de mobilier et fabricant de mobilier. Et donc, comment on fait pour que tous ces gens qui ne parlent pas forcément le même langage, finalement, arrivent au bon moment, ensemble, au début d'un projet. Et quand on a préparé cette table ronde, j'ai donc interrogé toutes les personnes autour sur cette scène, et effectivement, ça n'avait pas l'air d'être quelque chose, finalement, de si évident de faire travailler tout le monde en amont dans une même dynamique de surcroît avec la problématique RSE à laquelle il faut faire face aujourd'hui, et qui, effectivement, n'est pas qu'un argument de communication, même si ça l'a été pendant un certain temps, mais qui aujourd'hui devient quand même quelque chose d'un impératif dans lequel, en tous les cas, une logique dans laquelle il faut rentrer. La première question que j'ai envie de poser, puisque tout le monde a été présenté, c'est donc à Max, qui est à l'autre bout de l'estrade. Max, l'origine de ce partenariat, est-ce que tu peux, on va se tutoyer parce qu'on se tutoie en vrai, dans la vie, on ne va pas tricher, est-ce que tu peux nous expliquer comment est né ce partenariat ? D'abord, ça remonte à très loin, en fait, l'idée, parce que j'ai un ami qui s'appelle Matt Turner, qui est le rédacteur en chef de Sleeper, qui est la revue anglo-saxonne du design hôtelier. Il n'y en a pas en France, et j'espère que NDA va prendre cette place, Laurent. Il y a une quinzaine d'années, il m'avait dit que c'était le problème, en fait. Bon, et les choses mettent du temps à se mettre en place. Ensuite, j'ai eu un autre débat avec Jean-Philippe Nuel qui un jour m'avait dit « Tu fais un métier difficile ». Je lui ai répondu « Oui, toi aussi ». En fait, on fait pas le même métier, mais on a les mêmes problématiques. Et après, la dernière impulsion, c'est Martin qui me l'a donné, parce qu'on s'est croisés un soir. Il venait juste de créer sa société. Et ça a été notre débat de la soirée, pratiquement. Hein, on n'a parlé que de ça. Donc cette volonté de faire mieux, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait la faire en amont. C'est-à-dire chacun de son côté peut essayer de faire mieux, et on essaye tous de faire mieux à notre niveau avec nos propres compétences. Mais la seule solution, c'est de travailler le collectif et de travailler en équipe. Donc c'était ça l'idée. Après, il fallait trouver quand même un partenaire qui joue le jeu. On avait eu aussi avec Solène à Nice cette discussion sur comment est-ce qu'on peut essayer de travailler avec des entreprises françaises. Est-ce que c'est un atout? Est-ce que ça crée des problèmes en plus? Voilà, donc on a mis tout ça ensemble et voilà comment c'est né, quoi. Mais il faut remercier Solène elle est entreprise à mission, ça veut dire beaucoup de choses pour elle, je pense. Pas simplement le fait d'avoir le titre. Voilà. Justement, Solène, qu'est-ce qui t'a séduite dans ce partenariat? Pourquoi tu as dit oui? Alors déjà, chez Oco Hôtel, en principe, quand on vient nous voir avec un truc un peu barge, qui sort un peu du cadre, c'est rare qu'on dise non. Mon équipe est là, donc ils le savent. On aime bien se rajouter des tas de choses, des tas de projets sur la roadmap, parce que c'est avant tout ça qui nous fait vibrer. Quand on a lancé la marque en 2014, on était des outsiders sur le paysage hôtelier. Et on a vraiment à cœur de challenger ça et de se reposer la question tous les ans. Qu'est-ce qu'on fait d'un peu différent, un peu original ? Et c'est vrai qu'on est devenu société à mission en avril dernier. La mission qu'on s'est donnée, c'est de créer une expérience hôtelière haut de gamme qui soit responsable d'un point de vue social et d'un point de vue environnemental. Donc quand on commence à se parler de sobriété écologique, on se parle évidemment aussi d'éco-conception, de design éco-conçu. Et donc quand on a eu cette discussion au cours de différents événements, et notamment à Hostis, avec Max, et puis par la suite avec Laune et Rose, on a évidemment eu envie de dire oui tout de suite. Alors,
Il y a une méthodologie, une méthode qui a été choisie, d'ailleurs Max nous dira laquelle d'ailleurs il a choisi, que l'on doit à Martin Bretéché, donc, puisqu'il fallait bien un outil de travail, comme une espèce de boîte à outils. Martin, est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu ce sur quoi vous avez travaillé et qui va permettre de concrétiser ce partenariat? Merci Anne, bonjour à tous. En fait, toute la réflexion a débuté sur l'idée de co-conception. Une question qu'on se posait, c'est pourquoi les fabricants ne sont-ils pas intégrés vraiment à la genèse du projet? Parce que finalement, ça semble assez logique de se dire que le principal intéressé à la construction d'un projet devrait y être à la genèse. Et en fait, dans cette réflexion, on s'est rendu compte que ça n'était pas fait pour la simple et bonne raison que c'est parfaitement contre-intuitif. Quand vous faites des travaux dans votre salle de bain, vous ne connaissez rien à la plomberie, vous allez demander plusieurs devis. Ensuite, quand il va s'agir de choisir un des entrepreneurs, peut-être allez-vous poser la question à votre compagne ou à votre compagnon. Quand enfin vous allez savoir à quel entrepreneur vous voulez vous adresser, eh bien peut-être qu'il faudra vous assurer que ce que vous apprêtez à dépenser va vous permettre de refaire la cuisine par la même occasion. Eh ben, pour un hôtel, c'est à peu près la même chose, avec quelques zéros en plus. Donc, l'idée, c'était de comprendre donc, quels sont les ressorts qui font que la co-conception n'est pas une habitude sur les projets, et donc, partant de ce constat, d'essayer de débloquer l'ensemble des tips, des idées pour voir si elle était réaliste dans certains cas. Et en fait, la vérité, c'est que non. Certains projets éminemment complexes, avec éminemment d'intervenants, elle est très difficile à mettre en œuvre. En revanche, il y a tous les autres. Et donc, ou alors, dans un second temps, à partir du moment où on a établi un rapport de confiance suffisant avec ses partenaires pour être en mesure de valider un devis et d'embrayer. Et la confiance n'est pas quelque chose, c'est une denrée plutôt rare et extrêmement précaire. Et donc l'idée de ces méthodes, c'était d'un peu défricher. Ce n'est pas une liste exhaustive, il y en a certainement, il y en a autant que l'imagination peut en créer. Mais l'idée, c'était de déjà mettre noir sur blanc le process d'attribution des marchés en contract pour des projets hôteliers et différents scénarios possibles, intégrant de la co-conception en amont du projet à un process classique de appel d'offres pour le témoin, passation des marchés pour le témoin, appel d'offres pour les chambres de la série, les communs, etc., qui est quand même assez roboratif. Voilà. Alors, j'étais hyper vexé de me rendre compte que mon étude de 60 pages tenait en deux. Donc, ça, en gros, donc les 4 méthodes ou 4 scénarios. Le premier, il y a un premier bloc, c'est avec compétition, et le second, où on est en co-conception, où c'est hors compétition. Et donc, on s'aperçoit que tout au long du projet, on a les études, ensuite, on a la chambre témoin, on a les appels d'offres pour la série, les recommandations et la fabrication de la série. Sur la méthode classique, on va faire un appel d'offres pour le témoin, puis un pour les chambres de la série. Je parle exclusivement d'hôtel parce que c'est ce que je connais, et essentiellement de sur-mesure, puisque c'est ce qu'il y a, à mon sens, de plus complexe. Et ensuite, un appel d'offres pour les communs. Toujours avec compétition, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, une suite, c'est jamais qu'une chambre standard améliorée. Une chambre standard, c'est jamais qu'une chambre témoin améliorée. Et à partir du moment où on est en mesure de définir une chambre standard, on est en principe en mesure de l'extrapoler à l'ensemble de l'hôtel, tout en assumant une part d'approximation, une approximation réaliste. Donc là, c'était la deuxième méthode sur laquelle, à partir du témoin, on sélectionne les différents fabricants. L'idée étant qu'on ne sélectionne non pas un lauréat, mais un lauréat et un challenger qui pourra, le cas échéant, s'occuper des communs. Donc l'idée, c'est d'avoir 2 gagnants et pas 1, pour avoir plus de motivation à participer à l'appel d'offres et à y répondre correctement. Et enfin, les méthodes 3 et 4, c'était les méthodes donc, sans compétition, dans lesquelles il y a de la co-conception, avec dans un cas un cadre contractuel, dans un autre pas de cadre contractuel, l'un étant adapté à certains scénarios et l'autre à d'autres. Voilà. Et donc, grosso modo, je disais que ce n'était pas forcément adapté à tous les projets.
C'est juste qu'il faut une certaine maturité, une certaine compétence pour donner les cordons de la bourse à une entreprise qu'on connaissait potentiellement pas hier. Et donc l'idée, c'est d'environner de se donner les moyens de pouvoir gagner du temps. Donc méthode 1, appel d'offres, on se rend compte que c'est adapté aux projets longs où il y a des équipes qui ne sont pas forcément expérimentées et un grand nombre d'acteurs qui vont être décideurs. La méthode 2, elle est adaptée si on a plusieurs décideurs, mais sous réserve d'une connaissance du contract de l'hôtellerie. La méthode 3, elle est adaptée si on a un planning serré et qu'on connaît quand même bien son sujet. Et la méthode 4, avant de confier un marché en contract à un fabricant sans passer par la compétition, on a quand même intérêt à être sûr de son coût, quoi. Donc en gros, c'était ça. Voilà. Merci Martin. Max, du coup, quelle méthode a été choisie, sachant que l'objectif, j'ai oublié de le rappeler en démarrant, est quand même de créer 2 chambres témoins d'ici à 2025 pour les futurs franchisés OCO. Je ne me trompe pas, c'est ça. Donc Max, quelle méthode a été retenue ? C'est un peu des deux, en fait. Donc on s'appuie bien sûr sur la démarche de Martin. Ce qu'il a dit est extrêmement important. Il y a 2 choses. C'est la co-conception, c'est le plus tôt possible, et dans un climat de confiance. Alors, il ne l'a pas dit là, mais dans son document, il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est des questions que doit se poser le maître d'œuvre quand il consulte une entreprise, et les questions que l'entreprise doit se poser quand elle reçoit une consultation. J'y vais pas, j'y vais comment ? Voilà, donc on est un peu dans ce schéma-là. Bien entendu, il y aura un appel d'offres là. C'est-à-dire que on ne va pas attribuer, c'est pas le comité contract à l'ameublement français qui va choisir les fournisseurs avec je ne sais pas quelle légitimité d'ailleurs. La légitimité, c'est quand même OCO qui l'a, et OCO reste décideur du choix des fournisseurs. Voilà. Après, ce qui va être important, c'est la constitution des lots, parce qu'on a toujours ce débat. Excuse-moi Martin, mais une table reste une table. Tu peux appeler ça effet Fény ou agencement. Voilà, donc on a cette constitution des lots, on va décider enfin, c'est les entreprises qui vont décider de répondre. Elles vont se poser aussi ces questions, de savoir si ça les intéresse pas. Et après, on fera un appel d'offres classique, et encore une fois, c'est OCO qui va, à la fin, décider des fournisseurs qui seront choisis pour chacun des 2 concepts, puisqu'il y a des architectes d'intérieur, donc les 2 concepts seront forcément différents, ça va faire appel à des techniques de fabrication différentes et peut-être à des profils d'entreprises différentes. Merci. Laure, Pauline, Émilie, donc vous êtes toutes les 3 architectes d'intérieur. Qu'est-ce qui vous a séduite dans ce projet ? Pourquoi vous avez dit oui ? Pourquoi vous vous êtes laissé embarquer dans l'aventure ? On commence peut-être par Émilie et on vous écoute. Alors, qu'est-ce qui m'a séduite ? Déjà d'avoir une vraie équipe. Moi, ça m'a séduite parce que plus ça va, plus les architectes d'intérieur, on nous met plusieurs casquettes et qui ne sont pas forcément propres à notre métier. Donc là, c'est vrai qu'on a vraiment la casquette architecture d'intérieur, et ce qui fait du bien, parce qu'on fait voilà, un retour aux fondamentaux, clairement. Et ensuite, la rédaction d'un cahier des charges vraiment extrêmement bien fait. Et c'est assez rare aujourd'hui d'avoir un cahier des charges avec autant de précision, autant de détails. On ne peut pas aller n'importe où, on a vraiment une ligne directrice qui est établie, et ça, c'est très agréable pour nous, voilà, de l'avoir en amont. En vous écoutant, j'ai l'impression, tout à coup, vous vous êtes senti moins seul. Oui, c'est ça. Exactement. Et c'est vrai, quand on est avec une équipe comme ça, on sait directement que la co-conception va déjà bien se passer au niveau de la conception, et ça, c'est super important. Et ça donne envie de faire le projet, d'aller plus loin. On sait que ça va être bien réalisé et que ça va être un projet forcément plaisir, entre guillemets. Pauline et Laure, même question. Qu'est-ce qui vous a séduite dans l'aventure ? Alors nous, à peu près les mêmes choses qu'Émilie, à part qu'on a eu la chance déjà de travailler avec l'équipe OCO pour le dernier hôtel à Rosa Parks. Donc on a pu mettre en place déjà un partenariat et une relation de confiance et un très bon échange, en tout cas au niveau du travail. Et puis là, c'était vraiment la chance d'avoir un petit peu carte blanche sur ce nouveau projet, à la fois donc très bien encadré avec donc tous les participants
nécessaires, etc., pour se questionner en amont dès le départ et avoir cette liberté et cette richesse du coup de rencontrer les fournisseurs français, vraiment aller plus loin avec eux. Et ça, c'est vraiment une chance qu'on a et qu'on a de moins en moins maintenant dans nos projets à cause du temps, des délais, etc. Donc là, vraiment prendre ce temps de recherche aussi, c'est super important et c'est ce qui nous a vraiment beaucoup motivés. Et la notion d'esprit d'équipe, si on peut dire, ça c'était quelque chose, finalement, presque une nouvelle dynamique pour vous, une équipe élargie au-delà de votre agence. L'esprit d'équipe par rapport au partenariat, donc tous ces intervenants, oui. Tout à coup, ouais, cette notion d'esprit d'équipe plus élargie au-delà des gens avec lesquels vous avez l'habitude de travailler dans votre agence. Ouais. Oui, moi c'est vrai que j'ai eu la chance de faire des gros projets où on avait cette idée d'esprit d'équipe déjà, avec beaucoup d'intervenants, que ce soit dans l'architecture, l'ingénierie, l'économie, etc. Et pour moi, c'est les projets qui sont le mieux réalisés à la fin, parce qu'ils sont vraiment, dans le détail, ils sont vraiment portés. Et effectivement, chacun a son rôle, respecte son rôle. Et voilà, ça fait des beaux projets à la fin. Max, je reviens vers vous, de l'autre côté, à l'autre bout de l'estrade. Aujourd'hui, une des attentes que l'on a vis-à-vis des fabricants de mobilier, c'est cette sensibilité à la notion de RSE. Qu'est-ce qui fait que c'est pas si évident que ça aujourd'hui, quand on se retourne vers des fabricants de meubles, qu'il y ait ce raisonnement RSE? Est-ce que c'est juste une question de coût ou est-ce que c'est autre chose ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, il faut séparer le sur-mesure du catalogue. Sur le catalogue, le changement, c'est difficile, hein, on sait, ça c'est le premier truc. Il y a cette idée que ça va coûter cher, que ça va être long à développer, qu'on ne connaît pas les résultats, que ça va un peu brider la création ou la créativité des designers. Donc voilà, c'est un combat de tous les instants. C'est une prise de conscience, c'est une question de formation aussi, parce qu'on a aussi des gens chez nous qui ne sont pas formés dans les bureaux d'études, au service achat, voilà, toujours aller un peu à la facilité. Et puis en hôtellerie, c'est compliqué parce que ça ne dépend pas que de nous, les fabricants. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on va essayer avec Coco et Rose et Laune de travailler en amont sur la conception, la co-conception et donc une éco-conception, parce qu'il faut la prendre dès le début. Mais dans ce qu'on reçoit aujourd'hui comme consultation, c'est très peu pris en compte. Ce n'est pas de la faute des architectes d'intérieur, d'ailleurs, parce qu'ils ont eux-mêmes des contraintes de temps pour dessiner et que les fournisseurs ne sont pas associés en amont. Donc on ne fait pas ce travail parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas la possibilité, parfois il n'y a pas les budgets aussi. Donc ça dépend quand même aussi beaucoup du maître d'ouvrage. C'est pour ça que c'est bien que ça soit Solène qui soit dans le partenariat, parce qu'elle a conscience de ça. Non, mais une vraie conscience de ça. Mais justement, donc elle est prête à accorder du temps et à comprendre dans quelle démarche on se situe tous ensemble. Voilà. Je passe sur le problème des normes au feu, dont on suppose qu'elles nous imposent des choses qui ne sont pas développement durable. Donc oui, c'est aussi une question de formation et de volonté profonde. Oui, voilà. Solène, avant ce partenariat, tu faisais comment pour choisir, sélectionner des fabricants de pièces de mobilier ? Alors, on a eu une vraie évolution sur le sujet. Pour être totalement transparente, longtemps, on a fait comme tout le monde. Hein. On allait chercher, en tout cas pour la partie agencement, avant tout du prix. Donc pas en France. Et pour la partie mobilier, en revanche, ça a toujours été dans l'ADN design d'Oco de mettre de l'argent. Parce que pour nous, dans les parties communes, dans la chaise qu'on met dans la chambre, il faut que ce soit un produit qui ait vraiment une qualité visuelle. Il faut que le client puisse, un peu comme dans un esprit boutique-hôtel, se dire « Waouh, coup de cœur pour ce canapé, ce tapis, cette chaise, j'aurais envie de l'avoir pour chez moi » et qu'on soit capable de lui dire qui est le fabricant, qui est le designer, et pas juste « bah non, on en a fait produire 140 en Espagne ».
Donc voilà, sur la partie mobilier, le sujet a toujours été très clair chez nous et on voit à quel point les fabricants font aujourd'hui des efforts pour donner plus de data, d'informations sur la qualité des matériaux, sur l'éco-conception, sur la durabilité du produit, la capacité à le réparer. Donc c'est vrai que là où il y a quelques années, en fait, soit on prenait quelque chose de purement design particulier, et du coup, on n'avait pas les avantages du contract. Donc, quand quelque chose était taché, abîmé, bon, bah, on l'avait un peu sur les bras. Aujourd'hui, on voit des gammes un peu hybrides se faire, où on a vraiment la qualité du design pour les particuliers, et on commence à intégrer les contraintes des hôteliers, avoir des choses déhoussables, avoir une proposition de service après-vente, réfléchir aussi en cercle de vie du produit, donc proposer le jour où le mobilier n'est plus en état, une remise en valeur ou à minimum une récupération. Donc la partie mobilier, je trouve que ça bouge très très vite. Pour la partie agencement, nous, là, on a fait un peu un retour au bon sens. On a commencé à se dire, bon, bah, déjà maintenant, on va travailler qu'en France, parce qu'on se rend compte que la difficulté qu'on a, une fois qu'on a ouvert notre hôtel, c'est qu'on a besoin de réassort, on a besoin de retravailler des choses. Et donc là, faire venir des équipes d'Europe avec... voilà, c'est absolument pas efficient, ni économiquement, ni en termes de qualité. Et là, je dirais que la réflexion en amont prend un sens qui n'a rien à voir, parce que là, on est capable de mettre un peu plus, peut-être 15-20%, mais soyons très honnêtes, pas x2 dans les budgets. Le budget agencement d'une chambre, ça pèse beaucoup à l'échelle économique d'un projet d'hôtel. Donc là, on a besoin, dès le début, de savoir se parler avec les agenceurs, d'avoir un peu de transparence sur l'équilibre économique du projet. C'était le cas sur le projet qu'on a eu ensemble avec l'Aune à Rosa Parks. On avait un budget serré, on avait énormément de contraintes techniques, et avec l'agenceur qui nous a accompagnés et les filles, on a trouvé tous ensemble des solutions pour préserver l'esthétique, préserver la qualité et préserver le budget. Donc c'est possible, mais il faut se parler le plus en amont possible. Il faut se parler, et il y a cette fameuse relation de confiance que Martin évoquait tout à l'heure. Comment on l'a créée, cette relation de confiance ? Avec le temps, on peut commencer par, dans un premier temps, avoir une intuition, par jauger son interlocuteur avec un certain nombre de questions dans le cadre d'une consultation. Après, comme je disais, c'est extrêmement précaire. C'est que la moindre erreur peut vous faire perdre une confiance. En revanche, le meilleur moyen, c'est effectivement la transparence. Ce qui est très complexe, je trouve, c'est que dans un certain nombre de montages, on peut avoir un investisseur qui n'est pas le propriétaire. Et donc, dans ces cas-là, c'est aussi qu'il doit y avoir une pédagogie au sein du projet pour bien comprendre comment il se situe en termes de cycle de vie, et que l'investisseur ait conscience que la direction technique de l'hôtel en exploitation va potentiellement passer 30% de son temps sur le mobilier. Donc 30% égale 30% de masse salariale fois le nombre d'années que va durer le cycle. Et donc à partir de ce moment-là, ça veut dire que cet argent, peut-être que ce serait pas mal de le mettre en CAPEX plutôt qu'en OPEX, pour avoir des produits peut-être en bois massif plutôt qu'en plaquage, et de travailler avec des fabricants français avec lesquels le dialogue sera peut-être plus simple, la proximité sera peut-être plus simple à appréhender. Mais donc je pense qu'il y a la confiance. Pour acquérir la confiance, déjà, la première chose, c'est de comprendre, c'est d'avoir une certaine empathie vis-à-vis du métier de son interlocuteur. Et c'est ça qui est extrêmement complexe. C'est que ça prend du temps d'être bon, ça prend du temps de comprendre les prérogatives de son interlocuteur, les angoisses de son interlocuteur, la valeur ajoutée de son interlocuteur. Et c'est pour ça que, à mon sens, la co-conception qui va favoriser tout ce travail, tout ce temps partagé entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et les fabricants est hyper important, parce qu'avant toute chose, ils vont apprendre à se connaître. Ils vont apprendre à se connaître, ils vont apprendre à se comprendre, et éventuellement avoir une vision qui sera peut-être plus long-termiste que, bon allez, on torche le contrat, on livre, merci, au revoir, salut. Pardon. Julie a dit qu'on avait le droit. Donc,
Pauline, Laure, Émilie, cette relation de confiance, là je vous laisse récupérer le micro qui est de l'autre côté, cette relation de confiance, c'est pareil, vous l'appréhendez comment? Est-ce que vous arrivez à la créer? Est-ce que c'est compliqué? Et est-ce que dans ce partenariat, ça va être plus simple? Bonjour. Oui, l'avantage de ce partenariat, c'est que du coup, les entreprises vont être en amont du projet d'études, ce qui est très rare. Habituellement, donc, on rend, nous, notre dossier d'études, on va jusqu'au pro, et ensuite, les entreprises sont consultées, souvent pas par nous-mêmes, en fait. Donc, nous, on va après discuter presque une fois que l'entreprise est choisie, retravailler, du coup, nos dessins en fonction des contraintes techniques, mais aussi économiques et budgétaires. Là, l'avantage du coup dans cette co-conception, c'est que les entreprises vont être choisies et vont nous accompagner dès les premières phases d'études. Donc, dès l'APS, l'APD, on va pouvoir échanger avec ces entreprises et donc créer dès le moment où on prend le crayon et on dessine une relation de confiance avec ces entreprises. Et le temps va du coup être un atout très important pour nous. Parce que d'habitude, on en manque souvent sur les projets. Donc là, ça va être le gros plus de cette co-conception. Émilie, vous voulez réagir ou... Ouais. Je dirais que le gros plus aussi sur ce projet, c'est qu'on a un budget directement, alors que c'est assez rare dans notre métier d'avoir un budget. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que les archis d'intérieur, on est considérés comme des artistes qui flambent, entre guillemets, qui veulent se faire plaisir. Et pas forcément, en fait, c'est vrai que quand on a un budget dès l'initial, on arrive à dessiner en respectant ce budget-là. Voilà, donc ça, je pense que c'est ce qui instaure aussi un climat de confiance. Je pose une autre question alors là, à tout le monde, hein, le premier qui veut répondre ou la première, voilà, vous faites comme vous voulez. Est-ce que cette façon de travailler, de prendre en compte la RSE, de travailler dans la confiance, est-ce que finalement, à terme, ça va peut-être donner une autre appréhension, une autre approche du secteur de l'hospitalité, une autre vision de l'hospitalité? Solène, tu veux démarrer? Moi, j'espère. Non, mais je pense que, en fait, le sujet de la RSE, c'est très simple. Et à la fois, c'est très compliqué. Il faut travailler. Il n'y a pas d'autre chose, en fait. Pourquoi nous, aujourd'hui, chez OCO, on est un petit peu en avance? Parce que ça fait 10 ans qu'on travaille. Hein. C'est juste ça le sujet. Moi, quand je discute avec des entreprises comme Woodéum, qui aujourd'hui savent construire entièrement en bois, ils me disent, au début, on a réfléchi, et puis on était 2 fois plus cher que les autres, et puis on a travaillé pendant 10 ans, et maintenant, on est quasiment compétitif. Il n'y a pas de secret. Il n'y a que le travail qui paye sur les sujets de RSE. Donc, je pense que plus tôt le secteur de l'hôtellerie l'aura compris, mieux on se portera. Et c'est pour ça, par exemple, que nous, chez OCO, on a toujours fait le choix de partager tout ce qu'on a appris de façon extrêmement libre avec nos concurrents. Parce qu'on croit réellement que c'est toute une industrie qui progresse, et de même que tout l'ameublement français est en train de bouger, et toute l'hôtellerie est en train lentement de bouger. Là où je vous rassure, c'est qu'aujourd'hui, on a tous, chez nos financeurs, que ce soit les gens qui mettent des sous dans nos boîtes, les gens qui mettent des sous dans les murs de nos hôtels, et les banquiers qui financent nos CAPEX, ils ont tous des critères environnementaux. Donc, en fait, maintenant, c'est plus possible d'avoir de l'argent sans d'avoir des fonds, sans montrer patte blanche sur ces sujets-là. Donc, je pense que de toute façon, on va y aller, et que imaginer ce genre de façon de travailler, ça n'est que de l'anticipation par rapport à ce qui va arriver dans les prochaines années. Donc, c'est accroître la compétitivité de nos industries. Max, tu veux réagir ou quelqu'un d'autre? Max, oui. Non, mais je vais dire un mot. C'est quand même la fin de la fuite en avant ou de la course à l'échalote pour l'hôtellerie, quoi. C'est-à-dire que nous, entreprises et éditeurs, on a vu les délais de conception et de fabrication se raccourcir, et avec une volonté de faire du sur-mesure de façon systématique, de tout dessiner. Je ne vais pas dire c'est bien, c'est pas bien, mais c'est le constat. Or, nous, fabricants, on sait quand même, quand on développe un produit, pour le mettre à la collection, il nous faut à peu près, entre le premier dessin et la vente en magasin, allez, on va dire entre 1 an et demi et 2 ans.
si on prend en compte les questions de RSE et d'amélioration du produit. En hôtellerie, on est arrivé à faire des choses, mais on a répondu parce qu'il y avait un intérêt économique. Hein. Entre le dessin et la livraison de la série, à faire ça en 6 mois, ce qui est un peu grotesque, qui fait prendre des risques aux fournisseurs, à l'architecte d'intérieur qui signe le projet, à l'exploitant. Enfin, c'est un peu dingue. Donc, c'est bien qu'on essaye de montrer qu'il est possible de faire autrement. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement, c'est aussi, avant de faire du sur-mesure, pardon mesdames, hein, mais je parle pour tous les architectes d'intérieur, faire la liste de ce qui existe déjà aussi. C'est pas mal. Solène en parlait en disant que dans le mobilier, il y avait déjà des choses qui étaient très bien et qui effectivement venaient du marché domestique avec une adaptation aux contraintes hôtelières. Je pense aussi qu'il faut regarder de ce côté-là, oui. Et à terme, là, je repose la question à tout le monde, à terme, est-ce que l'usager, le voyageur, le touriste, celui qui va rentrer dans l'hôtel, est-ce qu'il va se rendre compte de tout ce qui aura été fait en amont ? Alors, moi, je suis un peu plus mesurée là-dessus. C'est-à-dire qu'on vous bombarde d'études qui vous disent que 90% des voyageurs font attention à l'éco-conçu. Oui. Bon, alors déjà, la distribution hôtelière fait que, quand vous réservez sur Booking, vous avez 3 petites feuilles vertes. Soyons sérieux 2 minutes. On ne va pas labelliser des démarches développement durable par 3 petites feuilles vertes quand on réserve. Je pense que c'est encore une minorité de la population, on ne va pas se mentir. Pour autant, ce qui est certain, c'est que, et nous on le voit sur nos hôtels qui ont 10 ans, un hôtel qui est bien conçu en termes de design, en termes de travaux, au bout de 10 ans, il est encore d'actualité. Il est encore en très bon état, il est encore exploitable. Et donc ça veut dire que pour le client, il est dans un produit où il ne se dit pas « oh là là, c'est un peu daté, ça ne va plus du tout ». Donc il y a un intérêt commun pour l'exploitant et il y a un intérêt commun évidemment pour le client qui se dit « je viens depuis des années dans cet établissement » qui n'a pas pris une ride. Donc c'est là où je pense qu'on va réussir à convaincre tout le monde avant que les esprits changent chez les consommateurs. Oui, moi la question que je me pose, c'est même pour combien de temps encore aura-t-on le droit de prendre du mobilier, de le foutre en l'air et de le rénover et de faire un nouvel hôtel. Donc la question que je me pose, c'est à partir du moment où on n'aura plus cette possibilité, peut-être même légalement, peut-être même dans pas longtemps, par quoi ça va se matérialiser? Peut-être qu'on ne rénovera plus les hôtels en les fermant, peut-être que ce sera que du cycle occupé. Et donc, de fait, le client va nécessairement s'en rendre compte. Peut-être aussi que, finalement, cette sensation qu'on peut avoir quand on entre dans un hôtel historique, un hôtel qui en a vu, je sais pas trop la décrire, je ne sais pas si c'est une odeur, je ne sais pas si c'est mais personnellement, il se passe un truc quand on entre dans un hôtel historique. Peut-être que désormais, tous les hôtels auront cette espèce de profondeur du fait du temps qui est passé, qui a laissé son empreinte sur le mobilier, et à la limite, tant mieux. En plus de ça, la rénovation passera très certainement par une préservation de l'ADN de l'établissement et obligera à ne pas faire du passé table rase. Donc, de ce point de vue-là, je pense que les clients ne vont pas nécessairement s'en rendre compte tout de suite. A priori, c'est vrai que, comme disait Solène, pour l'instant, ils s'en tapent. C'est-à-dire que c'est le prix qui guide absolument la dépense. Si après, c'est éco-conçu, c'est sympa, mais en fait, c'est clairement pas la priorité, pour personne d'ailleurs. Et donc, la pierre philosophale va consister à chercher l'équation économique qui fait que ça devient rentable d'être écologique, grosso modo. Et ça, je pense qu'on est quand même pas très loin. Et donc, c'est assez chouette, quoi. Désolé. Réagir, je ne sais pas, mais je dirais que la question que vous avez posée, je pense que je le dis souvent, mais que notre conception du beau est en train de changer et que c'est ça surtout que l'utilisateur va peut-être ressentir quand il va venir dans un hôtel. J'ai une autre question avant qu'on prenne des questions dans la salle.
Il reste 3 minutes, alors peut-être qu'on prend des questions dans la salle. Donc j'ai plus de questions. C'est ça ça c'est le message qu'on vient de me faire passer. Donc est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors par contre, est-ce que c'est moi qui fais passer le... Non, je crois que c'est Julie qui fait passer le micro. Julie, c'est... Non, il y a des questions dans la salle, mais est-ce que vous avez besoin d'un micro? Peut-être pas forcément d'ailleurs, peut-être pas. Bonjour, Richard Bagur, je suis architecte d'intérieur. Je suis au Conseil français des architectes d'intérieur. Je viens de Lyon et je suis administrateur d'ailleurs du CFAI. Je voulais me poser une question sur la complémentarité entre vous trois. Qui a fait quoi, voilà, un peu dans le détail. Vous n'êtes pas de la même structure a priori. Voilà, si vous pouviez m'expliquer comment on peut travailler à 6 mains sur un projet pareil. Voilà, merci. Pauline et moi avons fondé l'agence Lon Architecture. Donc, nous sommes une seule et même entité qui travailleront à 4 mains sur un des concepts de chambre. Et donc, Émilie, elle, est de l'agence Eros et travaillera de son côté sur un deuxième concept. Nous avons déjà travaillé donc, avec Pauline sur la dernière ouverture OCO, qui est le OCO Rosa Park, qui a ouvert en juin 2014. Donc, on a déjà... certaines habitudes avec OCO. Et Émilie, ce sera pour elle la première fois avec OCO. On a 2 concepts différents. On ne travaille pas à 6 mains, pour répondre à la question. Oui, exactement. Mais on ne travaille pas en même temps. On a le même cahier des charges, les mêmes contraintes, mais on fait chacune un projet différent. Alors, chacune une chambre témoin différente. En fait, les deux projets... oui, je comprends que vous n'ayez pas compris. Les 2 projets ne concernent pas le même hôtel. C'est-à-dire que là, en fait, on fait 2 chambres théoriques que nous, d'une part, on peut utiliser sur étagère si demain, je signe un nouvel loco, j'espère bien. Et 2 designs aussi qu'on pourra proposer à nos franchisés, puisqu'on s'est ouvert à la franchise le mois dernier. Donc ça, c'est hyper intéressant, parce que nous, dans le développement hôtelier, la très grande difficulté qu'on a, c'est qu'on vous demande immédiatement le prix de l'investissement total. Donc, et l'idée, c'est que aussi bien un franchisé qu'une propriété OCO choisissent le design de chambre, et les décoratrices choisies ont l'adaptation de ce concept à l'ensemble du bâtiment, plus la réalisation des parties communes. Merci beaucoup. Je prends une dernière question et puis après on passe à la suite parce qu'on est très timé. Je vois que Laurent lui aussi est prêt. Alors, oups, pardon. Bonjour, je suis Nicolas, architecte d'intérieur. On fait des hôtels depuis quelques années. Et j'avais une question sur la confiance. Si j'ai bien compris, la confiance intègre dès le départ des entreprises ou des fabricants dans l'étude. Comment vous faites pour les départager avec l'appel d'offres, puisque eux, ils auront travaillé? Est-ce qu'on les rémunère pour cette phase d'étude ou est-ce qu'on leur donne une priorité vis-à-vis des autres concurrents à l'appel d'offres, ce qui n'est pas très correct? Voilà, comment vous faites? Martin, en fait, en 1 minute. Sympa. Challenge. Ok, en fait c'est pour ça qu'il y a donc 2 méthodes, l'une avec un cadre contractuel et l'autre sans. La méthode sans cadre contractuel, en fait, elle existe déjà de fait. Certains architectes travaillent déjà sur les prescriptions avec les fabricants. Et c'est vrai qu'après, il y a une certaine frustration parce qu'on va les mettre en compétition, ils vont se retrouver dans le cadre d'un appel d'offres et donc s'ils ne le gagnent pas, ils sont gros gens comme devant. Donc, d'où l'autre méthode qui a été proposée, qui consiste à dresser un cadre contractuel dans lequel le fabricant s'entend avec l'architecte et ou avec la maîtrise d'ouvrage pour déjà réfléchir à la propriété intellectuelle des solutions techniques qui ont été apportées dans le cadre des études, pour acter une rémunération quant aux études qui ont été réalisées pour définir les prescriptions. Et en fait, c'est le travail d'étude du fabricant qui est rémunéré. Alors après, de 2 choses l'une, ou la maîtrise d'ouvrage choisit néanmoins de passer par un appel d'offres parce qu'il a des associés qui l'y forcent, ou elle ne passe pas par un appel d'offres. Et donc à ce moment-là, si les études se sont bien passées et qu'elle a toutes les garanties
qu'elle est allée visiter l'usine, qu'elle connaît bien les interlocuteurs et qu'elle s'entend aussi bien avec eux et qu'elle se voit potentiellement passer les 3 prochaines années à parler avec elle quotidiennement, à ce moment-là, il continue la relation. Mais disons que la co-conception en l'état existe déjà de fait. Mais quand j'étais AMO et FFNI, j'aimais pas trop quand l'architecte d'intérieur arrivait avec des produits qui avaient déjà été étudiés par un fabricant, parce que je savais que potentiellement, il n'était pas du tout dans le budget, pour la simple et bonne raison que l'architecte n'avait pas la moindre idée du budget, pour la simple et bonne raison que la maîtrise d'ouvrage, dans certains cas, n'en avait pas la moindre idée non plus. C'est clair ? Merci beaucoup. Donc, on me dit que c'est terminé. Je suis désolée. Bon, il y aura des pauses café pour éventuellement poser d'autres questions. Et je conclus en une phrase, c'est que ce partenariat et ce projet sera visible au Salon Équipe Hôtel en novembre 2024, du 3 au 7 novembre, donc porte de Versailles. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Anne, merci à... Merci à vous tous et à vous toutes pour cette première table ronde.